Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Bonjour à tous, écoutez, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Grenier. Je suis en présence de Mickaël. Alors aujourd'hui, c'est un match de Mickaël avec un H et avec un K. C'est Qui ça. va gagner? Bon, en sachant que je ne suis pas invité, mais en tout cas, on va parler de Mickaël Bloch, qui a beaucoup de casquettes. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il a une légitimité, en tout cas, sur la partie immobilière, et plus spécifiquement un peu la thématique un peu en hype depuis quelques années, qui est marchand de biens. Et Mickaël est marchand de biens sur uniquement le Pays Basque, de mémoire, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Pays Basque et Land. Et l'Inde, ah oui. Ouais, apparemment, il faut froisser personne du côté de chez C'est toi. ça. Faut oublier Une belle personne. région quand même. Ah, magnifique région. Oui, et puis on avait eu l'occasion d'en discuter lorsqu'on s'était vu la dernière fois. Moi, j'étais allé en famille avec mes deux petites, et je crois que c'est l'une des seules régions où ma femme m'a dit, parce que nous on habite en Camargue, et donc du coup pour quitter la Camargue c'est très compliqué C'est aussi. clair. Elle m'a dit c'est peut-être une région pour laquelle je serais prête à m'expatrier. J'ai dit écoute, donc C'est ça un veut dire beau que cette choix. région est magnifique. Bon, voilà, on a fait un petit disclaimer sur le côté perso, mais en tout cas, Mickaël, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, et on va parler d'immobilier, mais qu'est-ce que tu fais à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait par le passé? Et qu'est-ce qui t'a amené à être marchand de biens? Et je le dis juste, on va spolier un peu, pourquoi tu es voilà, chez Russia, gestion de patrimoine, tout ça. Voilà. Ok, déjà bonjour à tous, merci pour l'invitation, Mickaël. Écoute, pour résumer un petit peu où j'en suis aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre un peu mon appétence pour l'immobilier. Donc là, actuellement, ma fonction principale, on va dire, c'est que je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Urrutia Gestion Privée. Donc, je m'occupe de la gestion de patrimoine avec mon associé. Avant d'en venir là, je suis issu plutôt du milieu bancaire. Donc, j'ai commencé assez jeune puisque j'avais 17 ans de suite après mon bac. J'ai fait une alternance au niveau de la banque. Je voulais graviter autour de l'économie au sens large, mais je savais pas trop dans quel domaine et j'ai découvert ça au travers la banque. Donc, issu du milieu financier depuis plusieurs années. J'ai découvert l'immobilier, alors pas en perso pour le coup, tout au début, c'est plus en finançant plutôt mes clients. Donc, j'ai vu plein de familles demander des financements pour la résidence principale au début. Puis, à force, j'ai rencontré aussi des personnes qui achetaient de l'immobilier pour de l'investissement locatif. Mais j'avais un regard vraiment purement banquier, mais je m'y en intéressais pas plus que ça à cette période-là. Et pourquoi? Ça t'interrogeait pas? Les montages qu'ils faisaient, l'état d'esprit qu'il y avait derrière? Quand j'étais jeune à la banque, alors c'était un petit peu différent par rapport à aujourd'hui. Déjà, il y avait beaucoup moins. Enfin, quand je suis rentré dans la banque, c'était en 2008, 2007-2008. C'était en pleine crise, donc si tu veux, Hmm. l'obtention des financements, l'immobilier, c'était très difficile. C'était chaud, Donc ouais. voilà, c'était quelques dossiers. On se concentrait plus à essayer de faire passer les dossiers pour les clients, pour qu'ils puissent acheter. Donc j'avais vraiment ce regard vraiment banquier, mais pas plus que ça à ce moment-là. Et, C'était la crise immobilière, on entendait. et tu penses qu'on vit la même période là? Je pense que c'est différent Ouais. et j'ai pas aussi, pour être très transparent, j'ai pas le même prisme de regard quand j'avais 22 ans et aujourd'hui. Ah Donc, ben c'est intéressant. Eh donc oui. j'étais un peu plus jeune, donc et puis je suis rentré dans la banque en plein milieu de la crise, donc j'avais aucun recul. Ouais. J'ai connu que ça dès le début. Donc pour tout vous dire, je j'arrivais pas à imaginer les conséquences que ça pouvait avoir à ce D'accord, eh oui. moment-là. Moi-même, j'étais pas propriétaire, j'étais locataire, c'était mon premier emploi. Ouais. Donc voilà, en toute honnêteté, je savais pas trop comment fallait voir les choses à ce moment-là. Donc j'ai fait mes armes, on va dire, plutôt à la banque. Et après, un petit peu comme tout le monde, moi, l'immobilier, c'était même pas une passion à la base. C'est juste que j'ai acheté ma résidence principale un petit peu comme tout le monde, hein. J'avais quand même la notion de dire, bon, de payer un loyer, c'est un peu inutile. J'ai une capacité d'endettement, autant acheter un bien immobilier. Donc, j'étais avec mon ex-femme à l'époque. On a fait un premier achat mais en résidence principale classique dans le Pays Basque, justement. J'ai découvert l'immobilier avec mon achat de résidence principale.
j'avais pas un budget extensible. Le Pays Basque, c'était déjà cher à l'époque. Et les prix, tu les as en tête un peu, de mémoire? Ouais, là, j'ai les Prix au prix mètre carré, hein. Prix au mètre carré. prix mètre carré, etc. Alors, c'était ma première acquisition, c'était une maison dans le Pays Basque, un peu plus dans les terres, pas sur la côte, parce que c'était justement pas accessible. Bon, allez, on va dire une demi-heure de la mer, quoi, grosso modo, un peu moins Ouais, peut-être. c'est pas énorme, hein. T'es pas loin de la mer non plus. C'est 30 pas loin minutes, non plus. Mais ça pour va. moi, ça faisait loin, hein, vu que j'habitais à Biarritz même. Bon, c'était quand même un grand écart. Mais bon, confort d'avoir une maison. Eh Donc ouais. c'était ma première résidence principale. Et ben, pour pouvoir l'acheter à l'époque, j'avais déjà quand même réfléchi à différents montages financiers. Pour avoir une maison, comme c'était quand même cher les prix, il fallait que je trouve un système pour pouvoir l'acheter. Donc c'était une maison finalement qui était divisée en deux, avec un petit T2 dans le bas qui était tout refait. Et la maison résidence principale avec vraiment très très vieux, plein de travaux à faire, etc. Ça m'a pas fait trop peur parce que dans la famille, ils sont tous plus ou moins bricoleurs. Moi, beaucoup moins pour le coup, pour être transparent, je l'étais pas du tout à ce moment-là. Donc, mais par contre, c'était un prix intéressant puisque c'était dans ma capacité d'endettement. Je vais vous dire une fourchette. Je crois que je l'avais payé dans les 180 000 euros et il devait y avoir à peu près 160 mètres carrés, quelque Ah chose. oui, oui, oui. Donc, Ouais. c'était vraiment pas cher pour l'époque. Et ce qui me rassurait dans cette maison-là, c'est que je m'étais dit, ben c'est pas grave. Pendant que je fais les travaux dans la maison, j'ai quand même le T2 en bas qui est nickel pour vivre. Donc c'est vrai que c'est confort d'habiter en bas de la maison où tu fais des travaux toi-même à l'époque, puisque je faisais ça moi-même en famille. Et pour avoir ce prêt immobilier à l'époque, j'ai dû présenter un dossier à la banque. Là, c'était mon employeur, donc c'était encore plus facile. Mais donc, Il y avait des taux, toujours aujourd'hui, comme aujourd'hui, des taux un peu préférentiels dans pour les les taux employés? de mémoire, on était plus dans les au-delà des deux, c'est sûr, mais je dirais qu'on était dans les 2,6 ou 2,80. Mais Ok. c'était Ah comme ouais. ça à l'époque, mais c'était pas choquant. Ah bah, à aujourd'hui, on est au-dessus, mais ce qui tend un petit peu, c'est que vers 2025, fin d'année prochaine, on tente vers les deux, entre 2 Ouais. et 3. Mais c'était un marché sain, il y avait quand même les transactions commençaient à se faire, personne ne se plaignait vraiment des taux, ça se négociait, mais ça bloquait pas du tout, en tout cas comme aujourd'hui ça Et peut le faire. on n'a pas les mêmes prix. C'est Exactement, c'est tout à fait ça. c'est ça, en fait, le point de bascule. Donc ça c'était voilà, donc j'ai dû présenter le dossier en estimant tout simplement que l'appartement du bas, en fait j'avais pas vraiment dit qu'il y avait beaucoup de travaux, que je pouvais pas y vivre, etc. Donc ce que j'avais dit c'est simplement que l'appartement du bas j'allais louer, ce qui était le cas dans les 6-8 mois, le temps de finir les travaux. Et ça me permettait du coup enfin d'être propriétaire au Pays Basque dans une maison, chose qui était quand même compliquée à l'époque. Là, tu avais 22, 23 ans, c'est ça? Ouais c'est ça, exactement. D'accord. Ouais, donc tu as acheté jeune quand même. J'ai acheté jeune, ouais, ça c'est vrai. Parce que Et, à aujourd'hui, même d'acheter à 22, 23 ans sa résidence principale, c'est. À aujourd'hui même, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tard, tu vois. ouais, ça, c'est vrai, c'est de plus en plus tard. Puisqu'on se met en couple de plus en plus tard, du coup, bah, mécaniquement, tu te mets pas au Ouais, non, mais foyer. par contre, voilà, c'est vrai que nous, on a fait cette acquisition parce que j'étais en couple. Et puis, ma femme, en plus, elle rentrait aussi dans le milieu bancaire. Donc, elle avait déjà, enfin, mon ex-femme plutôt, elle connaissait quand même le principe d'acheter son propre bien, d'amortir son Ouais. propre prêt, etc. Donc, c'était, voilà, ça a été très Est-ce facile. que tous les deux, vous étiez une famille un petit peu qui avait fait un peu d'IMO ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Mon père, il a jamais. Alors, si, il a fait l'immobilier, mais vraiment, bon, c'est les belles années. Hein. Il achetait un appartement, il le gardait 4-5 ans, la valeur grossissait, il revendait, il a construit Ouais. des maisons. Enfin, franchement, il a fait aucun effort, en tout cas, ni de prix d'acquisition, ni de prix de vente. Ça roulait tout seul, quoi. Ouais, il n'y Après, avait il pas était de question. bricoleur. Il se posait pas de questions, ça marchait. Ouais. On n'était vraiment pas dans le même contexte, quoi. Ah, Donc, oui, ça c'est sûr. Ça donc c'est clair. vraiment, lui, il a fait plus vraiment qu'en résidence principale. Alors, moi, je suis pas du tout issu d'une famille d'investisseurs. Voilà, c'est famille très modeste qui vit correctement, mais voilà, simple. Ouais. Vraiment aucune notion, en tout cas, d'éducation financière ou d'immobilier. J'en ai vraiment pas eu. Juste de dire, voilà, achète ta résidence principale dès que tu peux. Ça, c'était voilà, vraiment Ah, le c'est fou ça, hein. les Tiens, on a- critériens. Achète ta maison dès que t'as un emploi stable et que tu peux, même si c'est petit, même si c'est un appart au début. Il avait déjà conscience de dire bon, plutôt t'achètes, mieux c'est pour toi. Ouais. Et en effet, peut-être que ça m'était resté à ce moment-là, mais oui, je trouvais ça en tout Du, cas du pas coup, évident. est-ce que tu fais aujourd'hui, t'es un extraterrestre, non? Non. Ouais, aujourd'hui, je pense que là, il suit plus trop. Il comprend que c'est intéressant, mais voilà, de loin, ouais, il Mais a du mal. je sais pas toi, mais moi je demande, alors pas tout le temps, mais j'ai eu demandé, est-ce que vous savez ce qu'on fait?
Eh ben, franchement, même au bout de plusieurs années, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de réponses quand même. Donc c'est fou, hein. Et quand il y a des personnes de ton entourage, tu as beau leur expliquer, tu as beau être connecté en plus sur les réseaux, faire pas mal de trucs, tu as Ouais, juste ouais. à taper ton nom, prénom et eh ben non. Et Non, parce que puis c'est pas connecté en fait, hein. c'est pas connecté, puis je pense que les gens ont du mal à, et puis ils vont pas l'assimiler comme un métier, Ouais. comme n'importe quel métier. Alors que c'en est un en soi, c'est une Ah bah oui. activité, c'est un métier, d'ailleurs qui prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est pas évident à expliquer ce qu'on fait. Et du coup, là, quand tu étais en banque au crédit, c'est Crédit Agricole de mémoire, tu m'as Non, dit? moi j'étais à ce moment-là, parce qu'en fait j'ai fait deux, là j'étais au CIC. Ah, c'est Olivier. Olivier, Et Olivier Crédit Agricole, c'est exactement. et qui est ton associé, oui, effectivement. Parce qu'en fait, est-ce que tu as vu, bah, du coup, dans ton parcours bancaire, alors déjà, pourquoi dans la finance, dans la banque? Est-ce que c'était par opportunité ou tu t'es dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire? À l'époque, En fait, c'était quoi un peu? quand j'étais étudiant, enfin, je veux dire, au lycée, je savais pas trop vers quelle voie, c'était toujours S, L ou ES. Bon, moi, je dis, moi, dans les trois thématiques, je suis plutôt, j'aime bien l'économie, j'aime bien comprendre comment le monde marche, comment tourne, j'avais vraiment ça, mais sans dire, je vais faire carrière dans l'économie ou investir, etc. Mais c'était vraiment juste par curiosité, c'était la matière qui m'attirait le plus. Et en effet, pendant mes études, c'est l'économie, c'est là où je cartonnais le plus. J'aimais bien les statistiques, analyser, etc. Mais voilà, vraiment en tant que plus spectateur, mais ça me plaisait bien. Et donc à la fin de ça, comme je suis pas quelqu'un qui à l'époque aimait faire des études longues, je me voyais vite rentrer dans la vie active. J'ai dit qu'est-ce qui a un lien proche avec l'économie et qui pourrait me permettre de continuer à apprendre dans ce domaine-là. Donc j'ai dit la banque c'était tellement évident et en plus à l'époque ça recrutait énormément. Ah ouais, ouais, On pouvait faire des BTS, ils nous payaient l'école, on avait un salaire, on avait des perspectives d'évolution, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout cette vision d'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, ben, déjà, je peux faire mes billes dans la banque, évoluer. Il y a quand même moyen d'avoir un métier sympa. Enfin, c'est comme ça que je l'avais perçu à l'époque. Et donc, naturellement, j'étais en BTS banque, j'ai fait mon alternance, je me suis éclaté, quoi. Et ouais. j'ai dit, bon, ben, c'est la bonne voie, et j'ai continué, voilà, pendant plusieurs années. Mais j'ai l'impression que tu as vécu un peu pas les fins d'année, mais où la banque où tu pouvais. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus des numéros, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire, Ouais. parce que il y a 10 ou 15 ans, c'était pas du tout la même chose, dans le sens où tu pouvais faire carrière et avoir une belle carrière. C'est- Ouais, ouais, je pense que c'était quand même sur la fin, parce que quand on ouais, voyait les anciens, ils disaient c'était mieux avant. ouais, oui, ouais, Mais quand forcément. même, quand je vois les nouveaux maintenant, c'était mieux dans mon époque aussi. Donc, au final, je pense que la banque, ça se dégrade malheureusement. En tout cas, pour les employés de banque, plutôt. Ouais, Je ouais, me ouais, je sens suis pas. d'accord. Ouais. Ouais, parce que là, tu vois, nous, on est incubé au village Baïséa, au Crédit Agricole Center à Montpellier. Tu as la Banque de l'Innovation. Voilà, bon, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais les banquiers, le discours n'est pas le même. Voilà, Ouais, non, tu as c'est accès à certaines choses, bon, c'est comme ça. Et du coup, quand tu as travaillé au Crédit Agricole, est-ce que, je veux dire, ton état d'esprit c'est un peu plus affûté? C'est-à-dire, est-ce que tu as vu, ben voilà, des gens qui faisaient de l'immobilier, résidence principale, investissement, marchand, ou peut-être d'autres. Est-ce que ouais. ça, comment dire, ça t'a permis d'avoir un œil ou un regard un peu plus aguerri au fur et à mesure des années? Ouais, clairement, la banque, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur ça. En fait, il y a deux éléments déclencheurs. Pour finir, c'était surtout ma première maison là que je disais où j'étais installé en bas, j'ai fait mes travaux, etc. Ce qui est arrivé, c'est plus par la force des choses. C'est un cas perso, mais bon, je vais le raconter, c'est marrant. Enfin, marrant. À l'époque, ça l'était pas, mais au final, ça m'a vachement servi. Ça, je te l'avais pas raconté d'ailleurs. En fait, on venait de finir les travaux de la maison. Honnêtement, c'était une ruine. J'exagère un peu, c'était vivable, mais non, c'était très, très, C'était très, rococo, comme on dit. c'était ouais, plus que ça, parce que j'ai quand même coupé des murs, mais des IPN, Ouais. etc. Alors que j'y connaissais rien en travaux, je me suis juste entouré de la famille, des copains, et on a fait quelque chose de vraiment très, très beau. Et une fois que les travaux étaient terminés avec mon ex-femme, on s'entendait vraiment plus. Et c'était notre première acquisition, donc on a vécu, je pense, 1 an ensemble dans cette maison-là, Ah ouais. en faisant ces travaux. Et finalement, à la fin, on s'entendait plus, point barre. Et on a décidé de se séparer Oh à punaise. la fin des travaux. Un peu les boules sur le moment, donc c'était comme ça. Par contre, fin des travaux, estimation de la maison, j'ai fait waouh. Ben là, j'avais pris un gap énorme en termes de plus-value, quoi. Parce que entre l'année où ça s'est passé, déjà les prix montaient. J'avais pas conscience que quand on refait des super travaux, ça valorisait quand même vachement bien le bien. Et donc à ce moment-là, comme je dis, j'avais acheté 180, j'ai dû la vendre 1 an après, peut-être 250. Un Donc, catané.
Ah ouais. Voilà. Donc c'était bon par la force des choses, parce que c'était pas l'objectif. Ouais. Est-ce que Et les travaux ont eu raison de ton couple? je pense que ça a dû y jouer un peu, hein. Ça a dû y jouer. Ah, Encore que bon non, c'était un non, truc, mais mais ça, finalement c'était ça rentrait dans les détails, mais effectivement, parce que je dis ça à moitié en plaisantant, parce que on dit souvent que les travaux, quand on a ah si, si, beaucoup, si. c'est Ah non, mais c'est c'est pas ça. évident, quoi. Puisque je posais mes congés pour ça, enfin je vraiment, c'était un an Ouais, où c'était des sacrifices et cetera. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand on vit dans les travaux, parce que c'était même après le boulot, voilà, ouais, le ouais, week-end et cetera, donc c'est quand tu casses tout et que tu refais, c'est un boulot monstre. Donc je pense ouais, que ça a dû y contribuer parce qu'il y avait pas trop de moments à 2 et cetera. Moi, ouais, ouais, j'étais de moment, ouais. bon, c'était le truc. Du coup, tu as pris 70K en 12 mois, Ça. quoi. Donc c'était vraiment ma première opération presque de marchand, on peut dire, mais sans du tout avoir eu la volonté de le faire pour le coup. Ouais, hmm. Vraiment pas. Et donc en résidence principale, donc bon bah finalement séparation, solde de prêt, je me retrouve avec un petit pécule que j'avais pas deviné. Donc je me dis bon, dans mon histoire, au moins je suis pas perdant sur l'immobilier parce que des divorces j'en ai connu en plus en tant que conseiller bancaire et là je voyais quand même que il y avait des rachats de sous qui pouvaient perdre de l'argent, etc. Je dis bon moi déjà dans mon histoire j'ai même gagné de l'argent, tant mieux. Donc c'est déjà le Hmm. point positif. Donc déjà ça m'a mis la première puce à l'oreille quoi. Je me suis dit, bon ben punaise quand même je pensais pas qu'on pouvait faire ça, pas aussi rapidement en tout cas. Donc c'est gardé dans un coin de la tête. Pour en revenir à ta question aussi, donc en tant que banquier, et là c'est aussi une autre histoire sympa, j'ai rencontré un autre Michael qui est devenu un très bon ami à moi et qui est un associé maintenant d'ailleurs sur les opérations de H marchand. ou K? C'est un H ou un K? Lui c'est que un cas tout seul en plus. C'est qu'un cas. Donc encore un Michael pour le coup. Et ce gars-là, il arrive déjà hyper sympa. C'était un ancien rugbyman, mais il était à l'époque, il était assez jeune puisqu'il doit avoir pareil 24 ou 25 ans, je pense, à peu près. Et il arrive, il toque à l'agence et hyper sympa. C'était à l'époque, il travaillait dans un. En fait, il vendait de l'outillage pour les professionnels. Ouais, comme Il était Ilti commercial. ou... Ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc il avait des revenus assez corrects. Et mais bon, voilà. Du coup, il outillage et il voyait beaucoup de monde. Et puis c'est quelqu'un d'hyper sympa, assez entreprenant, bon Hmm. profil, d'un gars sympa et de confiance. Et il arrive, il faisait le tour des banques, donc c'était un hargneux déjà. Mais je sais pas, en 5 minutes, briser la glace, je dis putain, lui il a l'air sympa et malin. On discute, il m'explique son projet, il fait bon ben voilà, là aujourd'hui, donc moi, je te remets en question, ça il y a plus de 10 ans. Et en fait, il me dit voilà, j'ai deux apparts sur Bordeaux que j'ai vus là, qui sont collés. Je crois que c'était pas loin de la Victoire pour ceux qui connaissent, quelque chose comme ça. Il me dit c'est un peu pourri, mais moi qui bricole pas mal, j'aimerais bien acheter ces deux appartements. Et puis il arrive avec un dossier hyper bien fait, j'avais jamais vu ça. Dossier bien fait avec les locations qui peuvent être faites après les travaux, etc. Alors, ah, je te fais juste... Ouais. Qu'est-ce que c'est un bon dossier? Alors, soit tu continues l'histoire, soit tu réponds à cette question, mais en Ouais, tout je cas... peux la répondre, bah oui, parce que là, ça tombe à pic. Ben, un bon dossier pour moi, quand j'étais banquier, c'était à l'époque où les taux là commençaient vraiment à baisser et tout le monde achetait. Donc, si tu veux, des dossiers, on envoyait tous les jours, tous les jours. Eh ouais. Et nous, c'est pas, on va pas se mentir, la partie découverte client où on analyse le dossier avec le client, c'est hyper sympa. Mais le moment de monter le dossier, c'était fini l'époque où on avait des secrétaires, le conseiller fait tout. Et là, tu te dis, ça va être galère, lui demander les pièces, il va pas les donner au bon moment, etc. C'était un enfer administratif et ça freine, je pense, beaucoup de conseillers, tu vois. Hmm. Donc, quand quelqu'un arrive avec un dossier, il a les plans de l'appart, il sait combien il les achète, il connaît les travaux, il a les devis de travaux, il arrive avec ses bulletins de salaire classés, son avis d'impôt, enfin, en gros, il te mâche le travail. Donc, t'arrives, tu rentres tes données dans la bécane, tu regardes, mais ça ressort bien, t'as plus qu'à numériser, puis le dossier, il va super vite. Déjà, ça nous met vraiment en confiance, quoi. Et puis, avec vraiment le bagou, j'ai déjà des locataires de prévus, je sais combien c'est, etc. Voilà, le business plan calé, quoi. Je me dis, bon, déjà, lui, il arrive, il a 25 ans, il me facilite le travail, il me dit qu'il fait le tour des banques. Lui, j'aime bien. Donc, en effet, il me présente le dossier, c'est hyper rentable. J'aurais peut-être pas les chiffres exacts en tête, ça date un petit peu, mais clairement, il devait me sortir quelque chose avec 600 ou 700 de crédit pour 1200, 1300 de loyer. Pour l'époque, c'était vraiment très bien, tu vois. En longue durée? En longue durée? Ouais, À l'époque? il me l'a présenté comme ça, il était fort aussi. Il me l'a présenté comme ça, le dossier. Donc, j'ai dit, bon, très bien. On suit, en fait. Et à l'époque, c'était bien parce que
on avait des délégations, les conseillers, sur des Eh ouais, montants d'emprunt. j'allais te Aujourd'hui, demander. Ouais. c'est vachement bridé. Moi, j'avais à mon époque, ça faisait quelques années que j'étais conseiller, donc j'avais des délégations. Je dirais une bêtise, peut-être jusqu'à 250 000 sans avoir l'avis du directeur. Je pouvais appuyer sur le bouton et je prêtais l'argent, quoi. C'est fou À ça. condition que le dossier était. Ça, je le dis à tout le monde, c'est un hack bancaire. Je vais donner deux hacks. C'est un de ce que dit Mickaël, c'est de trouver une personne, un banquier qui a une délégation. Mm. Et le deuxième hack, c'est de surtout trouver une banque avec conseiller où vous êtes comment dire, le client, le meilleur client. Je m'explique. Si vous allez à Paris 16e avec 200 000 euros, laisse tomber, tu seras jamais entre guillemets considéré. Et si tu vas, je sais pas, dans un patelin à côté de Paris où il y a 8 000 habitants, il y a trois banques, avec 200 000 euros, tu fais partie peut-être du haut du panier. Donc c'est de trouver ces agents, ces banquiers qui sont dans des banques un peu éloignées, on va dire des centres un peu on va dire, qui centralisent l'argent et vous allez être le plus, on va dire, le plus riche entre guillemets de la banque. Et du coup, il y a des délégations qui peuvent tomber et des bonnes surprises. C'est Voilà, ça. c'est un peu, Et je voilà vais le même hack. Ouais. rajouter un point qui est un peu moins d'actualité aujourd'hui, mais quand même, c'est d'aller dans ce qu'on appelle des caisses mutualistes. Donc, quand Ouais, vous allez, mettons, ouais. dans un crédit mutuel, ça va pas du tout être la même chose qu'une banque nationale. Ils ont des délégations différentes, etc. Donc là aussi, ça peut des fois faciliter des dossiers plus facilement. Et surtout, les banques mutualistes, elles sont plus enclins à regarder le profil qu'elle a en face. C'est Parce ça. qu'en fait, souvent, c'est des conseils d'administration qui, c'est pas forcément, comment dire, aux engagements, comme on dit, dans les banques un petit peu Mm. traditionnelles. Dans les mutualistes, c'est de l'humain, plus Ouais, que plus des ça, c'est chiffres. vrai. Ça, Voilà. c'est clair. Donc, continue ton histoire de ton ami Mickaël avec un K, Donc, Team mon K. ami Nickel, avec un cas, me présente ce dossier-là. Je me dis, bon, super investissement locatif, franchement, c'est rentable. Il avait les revenus corrects qui allaient avec le taux d'endettement. En plus, il respectait aussi toutes les cases. Donc, voilà, je pense Eh qu'il ouais. avait capté son dossier avant, bien présenté. Dossier facile. Ouais, franchement, dossier facile, quoi. Mais pour le coup, il s'est quand même vu des refus parce que acheter deux en même temps, etc. Bon, ça plaisait pas forcément à toutes les banques. Il demandait un différé assez important parce qu'il y avait, soi-disant, des travaux. Donc, bon, il m'avait joué carte sur table. Donc moi je dis franchement c'est rentable sur le papier tu peux le payer même si au pire t'as même pas de loyer, devrait pas y avoir trop de soucis etc. Donc moi je donne mon accord mais quasiment instantanément quoi avec les chiffres qu'il m'avait posés à condition que les justificatifs corroborent à ce qu'il m'a dit. Tu vois, il y Bien a sûr. bien Ouais. entendu après moi je faisais mon taf de contrôler toutes les pièces etc. Mais sur le papier à la fin de l'entretien je lui dis moi c'est bon je te fais au meilleur taux. C'est quoi les taux de tes concurrents? Je te suis. Ton projet Ouais. il me va très très bien quoi. Et il était assez surpris d'avoir un accord rapide comme ça, parce qu'apparemment ça devait pas être trop le cas. Donc du coup, on monte le dossier. Finalement, il fait ses travaux et finalement, c'était un peu une opération de marchand qu'il avait faite, Déguisé. un peu déguisée, Ah, mais le bon, malin. c'est pas très vrai. Ouais, ouais. Mais je l'avais senti. Je me dis bon, à mon avis, c'était un mix. C'était un petit peu un mix parce qu'en fait, il avait refait les deux appartements. Il en a vendu un. Une fois qu'il était terminé, ça a soldé quasiment, ça Ouais. pouvait solder, parce qu'il est malin, il pouvait solder carrément le crédit. Il a mis un locataire de l'autre côté, il a gardé son crédit, et il avait vraiment un gros cash pour après faire d'autres opérations. Et après, ça, il me l'a expliqué plus tard. Il a fait, bah, tu vois, moi, j'avais planifié que si je vendais celui-ci, je pouvais garder le crédit, ça s'autofinance, j'ai un autre capital, et si je pouvais le refaire une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il a commencé comme ça. Mais il avait démarré vraiment de rien, quoi. Il avait sa résidence principale qu'il avait Bah, acheté jeune. parce que quand tu vois, tu dis cet exemple, à aujourd'hui, tu vois, c'est un peu déconseillé de faire ce qu'il a fait. Mais là où c'est intéressant et qu'il faut rendre à Mickaël, ce qui est avec un K Mm. intéressant, c'est qu'en fait, il a été stratégique. C'est-à-dire que ça, tu peux pas lui enlever. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, OK. Et surtout, les chiffres, alors, quand je dis qu'aujourd'hui, c'est un peu décrié, c'est pas décrié, c'est que lui, il avait les chiffres en sa faveur. Pourquoi? Parce que le prix du foncier était à l'époque intéressant et les loyers étaient élevés, donc du coup, il a pu compenser. Donc, je pense que mathématiquement, c'était largement possible et il n'y avait pas de sujet. À aujourd'hui, avec tellement le foncier est haut, ceux qui font ça et qui n'ont pas un peu de réserve d'argent, l'équilibre patrimonial Peut vite est être dangereux également. voilà, exactement, ouais. Donc non, il a été malin et je pense il a eu raison, hein, je veux dire, il n'y a pas de sujet, quoi. Parce que du coup, après, il a fait d'autres OP, j'imagine, avec toi, j'ose espérer. Il en a fait avec moi, peut-être que j'en rencontrais une ou deux, mais non, ce Michael-là qui était salarié, aujourd'hui, il a plusieurs agences immobilières, c'est un des plus gros marchands de biens du coin, il a et même des hôtels particuliers, etc. Il a énormément progressé, c'est même incroyable. Je trouve que c'est un des plus bels exemples que j'ai connu en vrai.
et qui, lui, pour la petite anecdote, comme c'est moi qui lui ai suivi pour qu'il gagne ses premiers 100 et quelques mille euros, parce que c'est vrai que c'est finalement les plus difficiles, on en parle souvent, mais c'est vrai quand même, quand tu démarres de zéro, c'est les premiers euros sont compliqués à avoir. Et en fait, un beau jour, pareil, il revient me voir et là, il me dit, bon, Mickaël, c'est toi qui m'as permis, entre guillemets, de faire ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai construit. Est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble sur des projets immobiliers? Et donc, bon, vu comment j'ai vu son évolution, qui gérait bien, moi, j'ai dit, go, y a aucun problème. Et donc est-ce que tu es resté donc toutes ces années en banque et tu as travaillé avec lui en parallèle? Comment Alors ça s'est voilà, un peu comment ça orchestré tout s'est ça? déroulé historiquement? Voilà, moi j'étais en banque, donc là en banque mais là je commençais du coup à savoir ce que j'aimais dans le milieu bancaire. C'est large, il y a du professionnel, il y a de la gestion de patrimoine, il y a le manager avec la direction d'agence, etc. Mais dès lors que j'ai eu ce dossier et d'autres, du coup je regardais maintenant les dossiers avec un prisme d'investisseur, même si moi à titre perso j'avais pas encore fait d'investissement, Ouais, déjà, ça m'intéressait énormément. Après ça m'intéressait du coup d'aller un peu plus loin. Par contre la fiscalité, comment ça se traduit? Donc là je ouais. creusais. En plus, j'étais formé à la banque en partie et une autre partie par soi-même en lisant des bouquins. Il n'y avait pas vraiment de podcast, mais moi je lisais plutôt des bouquins. Je m'informais comme ça à l'époque. Et, euh, et là, je me dis, putain, c'est quand même vachement intéressant. Je pense qu'il y a des choses à faire, à plus optimiser. Mm. Et donc, moi, j'ai dit à la banque, je fais, écoutez, moi, comme j'étais, pas se mentir, parmi les meilleurs dans notre secteur, donc moi, ça marchait bien. J'avais pas mal de dossiers clients. Les clients m'appréciaient bien. Mon portefeuille progressait, mais vraiment pas mal de bienveillance. Ça marchait vraiment super bien pour moi. Et donc, j'ai dit, voilà, moi, j'ai une appétence vraiment dans la gestion de patrimoine. Je vois des clients de plus en plus aisés, qui ont de plus en plus de problématiques juridiques. Aujourd'hui, j'ai pas les capacités à répondre à tout. Est-ce qu'on peut pas avoir une formation là-dessus? Donc, du coup, ils m'ont redirigé. Je passe un diplôme qui s'appelle l'ITB. C'est un diplôme bancaire assez connu pour ceux qui sont dans le milieu de la banque. Moi, je connais Assez- pas, c'est quoi? c'est assez costaud. C'est l'équivalent d'un master. Ça dure 2 ans et t'es pas mal en déplacement et en fait, tu vois toutes les tranches du métier de la banque. Mais quand je dis tous les métiers de la banque, c'est aussi bien la banque physique de détail que la banque d'investissement avec des traders. Tu vois vraiment tout Ah oui, l'univers d'accord. de la banque qui entoure. Donc et beaucoup d'économies, mais là de manière très poussée parce Là, que tu gapes hein, quand même, hein. là, t'as un gap, là, t'as des cours à la Ah, Sorbonne, ouais. t'as des déplacements. Donc là, en Ah, termes pardon, de connaissances, excusez-moi. Faut t'appeler Monsieur Michael maintenant. exactement, je peux dire que après un BTS, j'ai quand même été à la Sorbonne pour quelques cours, quoi. Et vraiment, avec des intervenants hyper passionnants, passionnés Ouais, et super doués, quoi. ouais. Et là, pour le coup, j'ai dit, waouh, en fait, il y a un univers que je connaissais pas à explorer qui était vraiment intéressant, quoi. Donc, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a conforté dans l'idée de faire de la gestion de patrimoine. Donc, du coup, j'ai passé mon diplôme et on m'a ouvert un poste sur Biarritz, sur de la gestion de patrimoine. Et Ok. là, j'ai commencé à vraiment voir du coup beaucoup d'investisseurs ou des dirigeants d'entreprises ou bon après pas mal de personnes âgées parce qu'ils ont aussi accumulé du patrimoine. Mais grosso modo, c'était cette typologie de clientèle avec qui j'échange. Est-ce que tu penses aussi que la zone est propice aussi? Parce que pour moi, on en avait discuté lorsqu'on s'était vu sur Montpellier. Moi, je t'avais dit quand même en France, il y a quatre cinq zones un peu haut de gamme et qu'en fait, le Pays Basque fait partie de ces zones qui attirent, tu vois, des fortunes. Pourquoi? Hum. Parce que vous avez une région magnifique, des paysages de fou et puis il y a une qualité de vie. Parce que c'est ça, en fait, au Pays Basque qui est intéressant, c'est la qualité de vie qui est intéressante. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu décrié avec les lois anti-Airbnb et le fait qu'il y ait peut-être trop de gens qui viennent, mais en tout cas, il y a une qualité de vie qui est folle. Moi, j'ai un ami, même des Gomortes, qui est venu s'installer, tu vois, au Pays Basque. Il a même Ouais, c'est changé de nom, de prénom. C'est... Non, mais c'est un truc de fou. Je l'embrasse d'ailleurs. Je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais en tout cas, il a changé de prénom, quoi. Je dis, mais il est fou, quoi. Et je peux comprendre parce que c'est ce côté identitaire. Bref, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la zone est propice aussi à, tu vois, à avoir des clients un peu haut de gamme et à se régaler, tu vois, d'un point de vue business, tu vois, problème fiscal, problème, je sais pas moi, de patrimonial, tu vois, est-ce que, ouais, ouais, euh, ouais. On est une zone où et même à l'époque où j'ai commencé déjà, ça a toujours été une zone plutôt riche entre guillemets, ouais, mais voilà. ça c'est je trouve que ça a encore plus explosé ces 5 6 dernières années. Ah ouais? Vraiment Pourquoi? une vague parce qu'au début il y avait peut-être les Bordelais qui investissaient un petit Ah, peu. d'accord. Après là il y a une grosse vague où les Parisiens investissaient. Bah, mine de rien c'est ceux qui ont le patrimoine et qui s'y installent. Il y a le télétravail, je pense, ça a dû y jouer un peu. Les gens qui peuvent aussi travailler maintenant sur place et aller qu'une seule fois à Paris par semaine, des choses comme ça. Donc Comment ça c'est desservi Biarritz, Bayonne, tout ça, le Pays Basque ou les Landes? c'est pas si bien desservi que ça. Il y a une gare, ouais, alors la gare de Biarritz qui monte jusqu'à Paris,
qui passe par Bordeaux. Mais après, c'est essentiellement l'aéroport. Mais après, pour aller sur l'est de la France, c'est moins bien desservi. D'accord. Ok. Donc, bon, c'est vraiment au bout, en bas à gauche. Donc, Bon, pas du loin. coup, monsieur est de la Sorbonne, et du coup, ça te permet d'accéder à un poste dans ta banque plus haut de gamme, plus premium, c'est-à-dire C'est ça. auprès des clients? C'est ça. Donc là, en fait, on me confie un portefeuille où là, il y avait, je ne saurais plus vous dire l'encours, mais il y avait plusieurs millions sous gestion Ouais. et avec des fameuses problématiques justement juridiques, fiscales. Et c'est là où j'ai mis le pied à l'étrier sur la gestion de patrimoine. Et c'est là où j'ai ouvert on va dire mon esprit aux investissements, mais au sens large. Donc l'immobilier, le financier, les obligations, voilà, enfin toutes sortes d'investissements, même l'entrepreneuriat, etc. que j'ai découvert là. Et donc là, maintenant que j'avais les compétences, entre guillemets, c'était des premières compétences, Ouais. j'ai revu donc ce fameux Michael en lui expliquant, ben voilà, maintenant je fais de la gestion de patrimoine. J'ai aussi mes délégations qui avaient augmenté pour pouvoir financer les gens, etc. Donc moi, j'ai pensé plus à mon business à l'instant T. Je fais bon, ben voilà, maintenant j'ai plus de délégations, peut-être t'accompagner sur des projets, etc. Et là, finalement, il m'a fait non, mais tu sais, grâce à toi, c'est là où il me dit, regarde maintenant ce que j'ai fait. Et puis là, il m'explique tout ce qu'il avait monté entre temps, quoi, dans l'espace de 2-3 ans. Et vraiment génial. Et là, il me dit, ben justement, là, il y a de l'immobilier à Biarritz, c'est hyper intéressant. C'était avant les lois Airbnb. Il me fait, tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter un petit appartement, un petit studio de 20-25 mètres carrés, tu loues sur Airbnb, ça fait des marges énormes, etc. Je fais, ah ouais, je connaissais pas non plus parce que digital, etc. Et là, il me montre 2-3 exemples. Je fais, putain, c'est hyper intéressant ça. Et du coup, je lui fais, ben, feu, moi j'y vais, je vois que ça marche, t'as des locations tout le temps. Et là, je lui achète, parce qu'il avait une agence immobilière, il avait acheté tout un petit immeuble qu'il avait divisé en plusieurs studios pour faire du Airbnb. Et il les vendait aux particuliers avec le business plan très malin, quoi. Lui, Mm. il en avait gardé et il le vendait avec le business plan. Tu vois, tel studio, si tu le refais comme ça te coûte tant, ça te revient tant. Les locations, et puis montrer sur son Airbnb, lui, ce qu'il générait depuis 2-3 ans. Je dis, punaise, c'est pas du vent, ça marche bien. Donc pareil, j'ai commencé comme ça, du coup, le locatif, moi, plus avec de la courte durée. Donc j'ai acheté 2 appartements comme ça, et c'était, je peux donner des chiffres aussi, j'ai dû acheter ça dans les 80 000 € l'appartement. C'est petit, 25 mètres carrés, pas vue mer, mais presque. Mais Ouais, tu vois, mais bien optimisé, un peu comme une chambre d'hôtel, mais avec une kitchenette à côté, un lit dépliant, mais vraiment propre, mignon. 25 mètres carrés, c'est un studio correct, hein, même à Montpellier et Nîmes, 25, Ah ouais? c'est... Ouais. Ouais, Bon, ouais, je ouais, pas franchement. petit à l'époque parce qu'on n'a pas trop l'habitude à Biarritz d'avoir des petites surfaces. Ça l'est devenu, je pense, à force de diviser des Ah choses. ouais, ouais, oui, oui, oui. Donc, voilà, et puis c'était hallucinant. Genre, je sais plus, je devais peut-être avoir 500 € de crédit par mois. Ah En ouais, gros, à l'année, tu étais à 6 000 de charges et tu générais des 15-18 000 € de revenus. c'est énorme. Donc, fois 2 appartements, c'était énorme. Ouais. Donc, j'étais là, moi, je travaillais du coup en banque à côté. Je me dis, mais attends, là, je suis en train de gagner plus d'argent en faisant des investissements locatifs en Airbnb. Alors, je gagnais aussi plus parce que, alors là, c'était avec ma femme, donc ma nouvelle femme, celle avec qui je suis d'ailleurs. On se relayait, c'est-à-dire qu'on faisait nous-mêmes les ménages, Ouais, nous-mêmes les voilà. trucs. C'était un Faut boulot raconter la... Ouais, il faut entre raconter l'envers du décor du ouais, Airbnb ouais, ouais, parce que... l'envers du décor pour être vraiment, voilà, la rentabilité est Ouais. très belle, mais j'avais pas délégué pour le coup. Mais attention, c'est normal, hein. Je veux dire, le Airbnb, c'est génial, mais il faut aussi savoir que si tu délègues, eh ben, tu le délègues et tu as une perte de rentabilité et de marge. Mais si tu fais tout toi-même, c'est game changer, hein. Ah ouais, Tu ouais, peux exploser, clairement. hein. Donc c'est clair. En plus à l'époque, on est jeune, on n'a pas d'enfants, on a un scoot en 2 roues, donc on peut passer à travers les touristes sans aucun souci. On avait 2 machines à laver à la maison, puis c'était un troisième business. Ma femme avec son boulot, moi mon boulot, et on s'organisait. On avait acheté 6 jeux de draps, 6 jeux de serviette. Vraiment, Eh ouais. pour essayer aussi que ça nous prenne pas trop de temps. Mais on a réussi à automatiser à notre manière. Pareil, là par contre, je m'étais renseigné, donc j'ai pris des tutos sur Airbnb pour les messages automatiques, les boîtes à clés. Au début, je faisais tout à l'ancienne. Je me disais, mais c'est impossible, je pourrais jamais le faire. Donc j'ai automatisé un max ce que je pouvais automatiser à l'époque où j'avais ces 2 appartements. Chance, après c'était dans le même immeuble, franchement Eh ça c'est ouais, 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 super c'est cool. confort quoi. Ouais. Et donc je fais ça pendant des années, ça m'a pendant 2-3 ans, on va dire. Ouais, c'est ça, 2-3 ans, ça a vachement marché. Entre-temps, j'en avais racheté un autre mais sur Bayonne où là j'avais fait la même chose en déléguant parce que là je pouvais pas le gérer. Eh ouais. Donc, c'était quand même rentable mais je donnais peut-être 20% à la conciergerie à l'époque, ça devait être à peu près ça. Hyper rentable aussi. Et lui, il se louait tout seul. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas? Est-ce que je le ferais pas avec ces 2 appartements-là? J'ai assez gagné. Je serai toujours positif en le déléguant et comme ça, je me reconcentre un peu sur mon travail, etc. Donc finalement, j'ai commencé à déléguer. La banque, je me commençais à me poser de plus en plus de questions. Je fais quand même là, l'immobilier me rapporte plus que mon métier aujourd'hui.
Mais j'adore ce que je fais. Donc je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire en parallèle? Et là, j'explore un peu plus le domaine de l'immobilier. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe au Pays Basque? Trop de touristes, on peut pas se loger, l'immobilier explose, on trouve pas de location pour ceux qui veulent louer à l'année, etc. Anglette, pareil, toutes les villes limitrophes. Et là, moi, je connais un ami qui est au conseil municipal de Biarritz. Il dit, putain, Mickaël, attention, je sais que tu fais du Airbnb comme beaucoup de gens ici. C'est normal, ça rapporte, on a besoin des touristes, mais c'est en train de gueuler au conseil municipal. À mon avis, l'année prochaine, tu vas avoir une loi, ça sera interdit de faire du Airbnb comme les gens font à l'année, acheter un bien comme ça. J'ai dit, ah, punaise, je fais, t'es sûr de toi? Il me fait, honnêtement, moi, j'en suis certain. Là, je me dis, je vais l'écouter, il a l'air sincère. L'année prochaine, si ça passe, mon business model, c'est plus du tout le même. C'est-à-dire que si je louais un 25 mètres carrés à l'année à un étudiant, c'est 350 euros par mois. Moi, à l'époque, j'avais 500 euros de crédit. Donc là, je Ouais. commençais à être négatif, effort d'épargne, etc. Je dis, ouais, c'est pas top. Par contre, c'était pas encore connu de tous que le Airbnb allait s'arrêter. C'était vraiment des on-dit, quoi, mais personne n'y Ouais. croyait. Bon, j'ai dit, moi, par contre, je pense que j'y crois. Puis en plus, c'est chronophage, ça me prend du temps, mais Ouais. ça faisait gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule, chaque appartement, j'ai pu les vendre. Un qui était un peu mieux exposé, je l'avais vendu super cher quand même pour l'époque, parce que là, ça se revendait plus prix là. J'ai dû le vendre à presque pas loin des 160 000 euros. Ah Donc, ouais. il y a presque 30 mètres carrés, mais tout le monde s'arrachait ces appartements. Parce À que même 80 à 000 euros brut, quoi. 160 000 euros, ouais. Ouais. Voilà, là, je compte pas la fiscalité, mais je l'avais Ouais. acheté 80 et quelques, et 160 vraiment x2 en 3-4 ans, et en ayant exploité à fond. Donc, même quelqu'un qui achetait à 160 000 euros, s'il faisait du Airbnb, il était rentable en fait. Et les gens le voyaient comme ça. Et Eh oui. l'autre il était un peu plus petit, 135 000, et hyper rentable parce que celui qui l'achetait, il avait 700 de crédit, donc 7 ou 8 000 à l'année pour 18 000, 20 000 euros de revenus Ouais, Airbnb. ouais. Donc Ouais, ça ouais. restait quand même intéressant. Mais moi, j'ai amorti du crédit et tout, j'ai un gap, et donc là, je me retrouve pareil avec un capital qui me permettait de faire de l'immobilier. Et là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse de l'immobilier intelligemment. Et j'étais toujours dans l'esprit locatif. Mais je me suis dit, punaise, encore une fois, là, j'ai acheté, j'ai fait 2-3 travaux, j'ai exploité, punaise, j'ai encore fait une plus-value. Et là, je me dis, l'achat-revente, c'est quand même pas mal. Je me dis, si tu arrives à le faire un peu plus souvent, tu arrives à déléguer, c'est peut-être presque même moins emmerdant que d'avoir des locataires, etc. Bon, là, j'ouvre les yeux sur ça. Et donc, bon, avec ce cash-là, je m'en garde une partie en me disant, bon, si un jour je vois un appart un peu pourri, je visite des petits appartements, je rénove et je revends quelque chose de plus sympa, de propre et voilà. Donc ça, je me dis, ça, je me garde ce petit pécule pour ça. Et un autre, je veux faire un investissement locatif qui me demande moins de temps. Et là, j'avais fait la stratégie, un immeuble de rapport, 4 appartements, voilà, et une SCI. Alors, je connaissais tous les montages, donc j'optimise tout, de la fiscalité, la détention, etc. Et j'achète un immeuble, du coup, juste après la vente de ça, avec 4 appartements, 4 logements. J'étais à peu près flat. C'est-à-dire que j'avais pas de cash flow positif. Enfin, si, cash flow positif sur le papier, mais une fois que je payais les impôts, la taxe foncière, la PNE, tout, ça me coûtait rien. Mais Ouais, il se c'est finançait, autofinancé. ça m'allait très bien parce que Ouais. j'avais plus vraiment besoin à ce moment-là de complément de revenus. Finalement, l'inflation est passée par là. J'ai rénové les apparts au fil de départ de locataires. Et là, aujourd'hui, en fait, ma rentabilité mécaniquement avec la hausse des loyers, c'est très bien, quoi. C'est 900 euros de crédit pour 1008, 1009 de loyer à aujourd'hui. Et ça a été crescendo. Tu l'as toujours, ce bien? Et je l'ai toujours. D'accord, OK. Puis, Ouais, tu pas fait une opération d'achat-revente, même pas, non, la rentabilité est tellement énorme, Ouais, sans avoir à gérer. J'ai une agence immobilière qui me fait les entrées, les sorties. Dès qu'il y a un ouais. petit pépin, elle m'appelle, elle m'envoie les artisans. Franchement, ils sont top. Confort, confort. Vraiment confort pour le Ouais, coup. Et en plus, maintenant, super rentable. Par contre, après, on verra, bien entendu. Je fais toujours mes calculs. Je suis dans la gestion de patrimoine. Donc, à un moment donné, entre la valeur du bien, le crédit qui me reste, si le financier me rapporte plus que ce que j'ai en immobilier, je ouais. ferai un switch, je vendrai et je placerai mon argent dans le financier. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais la stratégie suit son cours. Et après, j'ai acheté pareil, d'autres biens. Après, j'ai acheté plus des maisons individuelles. Je crois beaucoup à la D'accord. maison individuelle pour le locatif. Les gens le demandent Ouais. plus que les appartements. Ça se loue super rapidement, un peu plus cher, etc. Donc, j'ai acheté deux maisons toujours dans les Landes. Voilà, donc en investissement locatif, un appartement en Corse pour faire de la courte durée et y profiter. Donc ça, c'est vraiment le patrimoine perso que j'ai gardé en locatif. Et voilà, O c'est... OK. Et du coup, la bascule, du coup, marchand à 100. Et Ça a là, été quand le point de bascule, le levier qui t'a dit: «Allez, ciao point la de banque»? Voilà, point de bascule. Donc, je suis toujours à la banque, toujours passionné par la gestion de patrimoine. Les revenus à la banque, faut pas croire, c'est pas la folie non plus. Ça dépend pour qui, mais c'est pas non plus
peut pas gagner 5 000 euros à la banque par mois, même en gestion de patrimoine, c'est pas le cas, hein. On est plus autour des 2005 et après prime d'intéressement, participation, il y a pas de commission, rien du tout. Ouais. Mais c'est quand même confort pour l'époque, franchement, c'est bien, tu as quand même beaucoup de vacances, etc. Ça te permet en fait aussi de réfléchir Je à crois 10 semaines, je crois, de ouais, mémoire, c'est ça. non? C'est quand même, t'as beaucoup de vacances, t'as des ponts partout, des horaires Ouais, assez confort, t'as tous tes ouais, lundis de libre. En fait, il y a moyen de, pour celui qui aime bien bosser, etc., de pouvoir faire d'autres choses aussi à côté. ouais. Donc moi, perso, c'était le cas. Et c'est là où je commençais à aimer de plus en plus l'entrepreneuriat au travers l'immobilier. Et donc toujours pareil, je revois ce fameux Mickaël, donc je l'accompagne sur un autre dossier que je finance. Et puis là, je vois pareil une cliente à moi qui me dit, ah, j'ai une amie qui a 2 immeubles dans le Pays Basque, elle essaye de vendre, mais c'est compliqué, etc. Donc là, je lui fais, bon, c'est qui votre ami? Et je l'appelle et elle m'explique, voilà, elle a un premier immeuble et un deuxième, pas très loin, mais elle veut en garder un sur deux. Ok, pas de souci. Donc là, j'appelle mon ami Mickaël qui lui faisait des opérations de marchand depuis un moment parce que moi, j'adore trouver un bien, capter s'il y a de la plus-value à faire, c'est-à-dire est-ce qu'il a des défauts, est-ce que je peux l'améliorer. Voilà, vraiment la visibilité de, je pense que si je l'améliore, on peut le vendre plus cher. Dans quelles conditions je l'achète, avec quel type de financement, vraiment l'aspect plus Structuration, stable, montage. structuration, montage. Après les travaux, par contre, voilà, il me donnait deux, trois fourchettes. Il me dit, par exemple, une réno comme ça, c'est 400 euros du mètre, une réno comme ça, c'est ça. Donc moi, j'avais mes grandes masses, quoi. Mais après, je pouvais jamais creuser le sujet. Et puis la partie travaux, j'aimais pas. Driver les travaux, etc. Et j'aime toujours pas le faire, d'ailleurs. Donc du coup, toutes les opérations que j'ai faites, c'est un vrai métier. Et ça, pour le coup, Mm. et puis il faut les bons artisans, les bons matériaux. Donc ça, j'y connais pas grand-chose. Et par contre, mon associé, lui, il s'y connaît vachement bien. Donc là, à chaque fois, les deals avec lui, c'est j'arrive à trouver des belles OP, où il arrive à en trouver. Je m'occupe de la structuration juridique, le financement, etc. Et on fait l'affaire. Donc là, c'était vraiment ma première opération de marchand qui après m'a donné vraiment envie de continuer. C'était un immeuble comme ça, avec des parties communes pas très jolies. Il devait y avoir 5-6 appartements. Alors là, je te dis des chiffres pareils de tête. Peut-être que l'immeuble coûtait 350 000 euros. C'était un peu dans les terres. Et les appartements, plutôt en bon état. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a acheté celui-ci en gardant en tête qu'on aimerait bien avoir le deuxième. La mamie qui l'a vendu était super contente parce qu'elle voulait plus gérer ses locataires. Donc c'est vrai Mm. qu'il y avait des locataires qui payaient pas. Il y a des cas comme ça aussi, qui payaient pas ou qui payaient en retard. Et elle, ça la mettait un peu en difficulté parce qu'elle vivait Ouais, de de sa retraite. ça. Mm. Alors que en vendant et en plaçant l'argent pour cette dame-là, c'était beaucoup plus confort et elle pouvait vivre sereinement et puis s'occuper de tous ses locataires. Du Je coup, passe vous avez fait quoi? Vous avez négocié avec les locataires pour qu'ils partent, hein, ou vous avez... exactement. Donc Ouais. là, après, il y avait plusieurs solutions. Nous, on arrivait à trouver, on leur faisait des demandes d'éviction, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Ouais, des primes d'éviction. Des Mm. primes d'éviction. Et en fait, on leur donnait l'équivalent de peut-être, je sais plus, à l'époque, c'était peut-être 6 mois de loyer, et à condition aussi de leur trouver un logement pas très loin de là où ils étaient. Ok, ouais. Même. Donc, on a négocié ça avec tous les locataires, et enfin tous les locataires, surtout ceux qui étaient un peu tendus. Ils ont accepté, ils sont partis, et donc les appartements étaient vides la plupart. Et on a regardé, mais finalement, on a juste finalement fait une division parce que c'était un bloc en lui-même. On a juste tout divisé auprès de la mairie, etc. Et on les a vendus à l'unité. Certains où il y avait des petits travaux de rafraîchissement. Et donc, c'était la première opération sans avoir énormément de travaux. Peut-être une salle de bain ou deux. Mais le travail, c'était plus de diviser, de réorganiser et de faire les parties communes plus propres. Ça demandait pas Et vous beaucoup de avez négocié avec les locataires avant d'acheter ou quand vous avez acheté? tout avant. On a essayé de tout mettre, de se Eh, protéger un maximum. eh C'est oui. vraiment c'était des clauses qu'on mettait au compromis. À condition que tel et tel locataire soit relogé. Voilà, on mettait nos conditions. Obtention de prêt, on fait des choses assez classiques, mais ça, on le mettait. Et donc, voilà, juste en divisant, etc., ça a duré l'opération. Elle n'a pas duré très longtemps parce que finalement, à partir du moment où ils sont partis, on a mis 6 mois pour vendre les appartements à l'unité. Ouais. Et Quand donc vous là, avez pareil. porté 12 mois, quoi, max. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Donc, c'est vrai. une année. Mais sans vraiment de travaux. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des appartements qui se sont vendus même presque avant qu'on signe le compromis, puisque nous, on anticipait tout, on Vous commençait à avez faire les visites pré-commercialisé, ouais. à la pré-commercialisation, puisque lui, en plus, il a une agence immobilière. Et donc, c'était super confort, parce que même pour le crédit, au moment où tu signes le compromis, si tu as déjà des signatures de vente, bah, déjà, ton crédit, c'est plus le même en marchand bien, puisque tu soldes déjà ta ligne de prêt, donc t'as pas d'intérêt à payer. Donc, c'était ce système-là est vraiment génial. Ça arrive pas tout le temps, mais et c'est vraiment génial. Et donc, grosso modo, je sais pas, on est peut-être on l'a acheté peut-être 350, un petit peu de travaux, on a peut-être dû le vendre presque 600, presque x2 en divisant aussi également. Donc, très Ouais. belle opération. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les marchands,
Alors, les émoluments des notaires, c'est 3% ou 2,5 ou 3, je sais plus exactement à chaque fois. C'est 3, non, ou 2,5, je sais plus. 2,5, ouais. 2,5. Donc ça veut dire que mécaniquement, il y a une marge de 6,5, 6, 7, 8, non, 5,5, 5, 6, 7, 8. Bon, ça dépend, les frais de notaire, en fait, c'est entre 8 et 10, mais plus si c'est important. Parce que pour le commun des mortels, il faut qu'ils comprennent que les frais de notaire, ou en tout cas les émoluments de notaire, sont pas à 2,5, mais sont à 8,5. C'est Et ça. qu'en fait, il y a une marge de 6 qui est déjà faite mécaniquement, et ensuite, il y a le talent de la structuration et du montage d'opération qui fait que ça, tu vas aller chercher, parce que vous visiez combien de points de marge? C'est-à-dire 15, 20, parce que moi, ce que j'entends, c'est entre 20 et 25 points de marge sur son tableau pour qu'une opération soit viable. Est-ce qu'on est loin ou pas de ça? C'est ça. Alors nous, à l'époque, on raisonnait pas trop pareil. C'est-à-dire que le raisonnement qu'on avait, c'est en fonction de l'apport qu'on allait mettre et le financement qu'on avait. Alors les taux, c'était cadeau à l'époque, hein. Franchement, c'était le Ribor, il était négatif, plus un point. Donc Ouais. franchement, on avait l'argent, il était pas cher. Donc en Ouais, fait, vraiment, le raisonnement n'a vraiment plus rien à voir aujourd'hui avec l'époque. Mais à l'époque, le raisonnement qu'il fallait faire, c'est si moi je mets 50 000 de ma poche, il faut que je récupère 2 fois ma mise. C'était d'accord. clairement ça. Donc après, tu te débrouilles toi pour faire le montage financier et les ventes que tu voulais. Mais si moi je mettais 50 000 euros d'apport, il fallait que à la fin de l'opération, en net, je récupère mes 50 000 d'apport plus 100 000 euros. Donc c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait, enfin, ça n'existe plus. J'en ai pas trouvé des opérations comme ça. Mais on trouvait, donc c'était vraiment les targets qu'on se mettait. C'était plutôt Ah comme ouais, ça c'est qu'on ouf. Ah réfléchissait. ouais. Ouais, c'était vraiment, C'était une sacrée époque, hein. c'était une sacrée époque. Et donc du coup, ça c'était la première opération. Et la seconde, ben, c'était pas très loin, hein. C'était la même dame qui avait un autre immeuble. Là, elle avait aucun souci, etc. Mais finalement, on lui a quand même fait une proposition. Elle a compris que c'était rentable parce qu'elle a vu tout ce qui s'était passé, mais elle a jamais la force de. Là, pour le coup, il y avait des travaux à faire. Ouais. Elle voulait pas, donc on lui a racheté. Et là, c'était moins rentable que la première, mais c'était quand même super rentable. Et on a répété l'opération, on faisait un peu plus de travaux, etc., etc. Donc D'accord. il s'est passé un an entre les deux, quoi. Une fois qu'on a fait la première, on lui a demandé, allez, on peut vous acheter le second. Et on a fait la D'accord. même chose sur celui-ci. Et du coup, tu t'es toujours associé avec ce fameux Michael, Ouais, Timka? alors c'est une association un peu, on va dire plus par opportunité, c'est-à-dire que si moi je trouve une affaire que je peux pas me la financer seul, etc., ou que j'ai besoin de lui, mais en règle générale, D'accord. comme on s'est entraidé tout le temps, par nature, quand il y a des belles opérations. Alors lui, il en a fait son métier. Moi, j'ai un métier à part. Ouais. J'ai un cabinet, ça me demande plus de temps et c'est ce que je préfère faire. Donc du coup, moi, je fais des opérations de marchand, on va dire, de manière un peu plus sporadique. Si je peux en faire une par an, ça me va très bien. C'est Ouais, vraiment ouais. mon activité secondaire, clairement, mais D'accord. qui me passionne beaucoup, quoi. Donc une par an, si elle est bien faite, c'est intéressant, quoi. Moi, Ouais. Et surtout, c'est un peu ce que je fais. surtout dans ton secteur, ouais. Oui, voilà, parce qu'après, il faut le mettre en rapport avec les prix de ton secteur. Donc moi, j'ai commencé voilà avec ça. Après, je l'ai toujours plus ou moins fait avec les résidences principales aussi à chaque fois, parce que là, Ouais. j'en ai fait entre la maison et là où je suis, il y en a eu 3 qui se sont passés. Là maintenant, on se stabilise. Et après aussi, les biens que j'ai achetés et que j'ai fait de la location, toujours pareil avec mes calculs. Au bout de 4-5 ans de location, si le locataire part, j'étudie si je fais des travaux, combien je suis, est-ce que je suis bien, etc. Donc en fait, je fais toujours ce mix. Si je peux louer, que c'est rentable, je loue. Le jour où un locataire part, ou etc., et que je peux voir si je fais des travaux et que j'ai une plus-value, etc., je le fais toujours au sein de société pour maîtriser et piloter sa fiscalité. Donc en fait, moi, je fais des mix, quoi. Je fais des opérations de marchand qui ne l'étaient pas au début, qui le devient par la suite, et d'autres où c'est typiquement des opérations en tant Parce que que telles. tu penses que dans le marchand, parce que je vois que ton associé, alors ça reste un associé quand même malgré tout, même si Oui, c'est oui. par opportunisme, le fait qu'il ait une agence, est-ce que c'est game changer là-dessus? Parce que souvent, moi, il y a deux écoles. Il y a les marchands qui n'ont pas d'agence immobilière, tu vois, parce qu'ils se disent, OK, moi, je monte les opérations et j'ai pas envie de m'emmerder avec la revente ou quoi. Et il y en a qui se disent, ben voilà, moi, je veux maîtriser le processus de l'acquisition jusqu'à la revente. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, mon avis, alors moi, j'ai pas d'agence immobilière, mais en voyant ce que lui fait et ce que les agences font, c'est toujours pareil, la vérité, elle n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que selon son opération, soit c'est intéressant pour lui de le repasser par son agence immobilière, Ouais, soit de le déléguer. Et je pense aussi, c'est en fonction des deals. Si c'est une autre agence immobilière qui lui a apporté l'affaire, ouais, ouais, ouais. forcément, il va pas mettre ses biens en vente, il va la faire travailler en lui donnant les lots ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. D'accord. Comme moi, je fais que marchand, vraiment, je trouve la bonne affaire, on fait les travaux, je l'estime, etc. Moi, j'ai vraiment cette facette-là, donc je suis pas agent immobilier, quoi. Et d'ailleurs, vendre un bien immobilier, je trouve ça pas, enfin, c'est pas dans mes cordes. Je sais que c'est clairement un métier à part. Donc, mais voilà, en tout cas, la vérité, il y en a pas. C'est vraiment,
Ouais. soit c'est intéressant de le passer par ton agence. Mais je pense que c'est propre à chacun, au bien que tu achètes. Sans l'immobilier, on peut pas répliquer quand les gens disent mais j'aimerais bien répliquer ce que tu fais mettons en opération de marchand, etc. Mais en fait, chaque bien il est unique. Donc chaque bien, il y aura une stratégie toujours différente. C'est jamais la même chose, jamais, jamais, jamais. Alors du coup, Ouais. c'était la question que un peu je voulais te poser, c'est est-ce que toi, en tant que marchand, est-ce que tu te focalises, est-ce que tu as une stratégie? Parce qu'il y a des gens qui font de la division sans travaux, d'immeubles, hein, je parle, de la division avec travaux, revente, de la division parcellaire avec ou sans travaux, sans viabilisation. Tu vois, il y a plusieurs écoles. Euh, Toi, est-ce que c'est au gré, alors j'ai un petit peu ma réponse, mais j'aimerais que tu Ouais. la développes, mais c'est au gré des opportunités où il y a une martingale où tu te dis, ouais, ça c'est, je me focalise sur celle-ci, c'est celle-ci qui marche. Voilà, c'est quoi ton analyse là-dessus? Alors, toujours pareil, moi j'adapte mon analyse en fonction du contexte économique dans lequel on vit. Donc toujours Ouais. pareil, c'est vrai que j'ai connu les belles années, les taux pas chers, etc. Pour moi c'était une anomalie. Je me dis tu peux t'endetter de toute façon à 1%, l'inflation elle sera au-dessus. Donc tu es obligé de gagner de l'argent si t'achètes pas un truc au bord d'une voie ferrée ou d'une quatre Ouais, voies. ouais, ouais, Ça, donc je ouais. dis normalement même si t'es pas trop exigeant à l'achat, rien que par le crédit tu peux faire des choses comme ça. D'accord. Donc, par rapport à ça, moi, ça va être vraiment, aujourd'hui, je vais plus raisonner en opportunité, c'est-à-dire que toute, toute présentation de bien, soit qu'on m'apporte, soit que je détecte par moi-même, je vais regarder comment le bien est. Et en fait, moi, je me fais vraiment tous les schémas. C'est-à-dire que c'est du boulot d'analyse en amont, mais je me fais un peu tous les scénarios. Cette maison, si je la divise, déjà, est-ce que c'est techniquement possible ou pas? Est-ce que ça peut être intéressant de la diviser juste la maison en deux beaux appartements? Combien je ressors? Est-ce que j'en fais plutôt une maison très haut de gamme, une surélévation? Je mets les matériaux parce que le quartier est bien. Est-ce que je fais juste un dépôt de permis avec un projet parce que je l'achetais pas trop cher et quelqu'un fait ses travaux par lui-même et on lui aura mâché à moitié le travail. Donc toujours pareil, c'est dommage, j'ai pas la réponse ou la martingale, mais en Non, fait, mais opération, je pense qu'il faut connaître en fait comment tu peux gagner de l'argent avec de l'immobilier. Il faut apporter de la valeur dans un domaine. Soit tu lui crées de la surface, soit tu améliores l'ergonomie, soit tu fais un beau jardin, il faut toujours que tu améliores quelque chose. Et après, tu fais tes scénarios et tu regardes laquelle est la marge est la plus intéressante et laquelle est le plus adaptée à ton marché. Est-ce que ton marché, c'est plus facile de vendre des petites surfaces parce qu'en ce moment, c'est ce qui se fait? Est-ce que c'est plus facile de vendre de la maison haut de gamme parce que on a des gens qui ont du patrimoine et qui sont prêts à acheter sans crédit et tu sais que tu as un vivier de clients pour ça? Voilà, faut aller au-delà du bien immobilier, il faut connaître son marché. alors quand tu dis connaître son marché, tu vois, aujourd'hui on est en période de crise, toi, à aujourd'hui, bon, il y a 10 ans c'était différent, ça on l'a compris, mais aujourd'hui, allez, en dévoilant peut-être un ou deux trucs, à aujourd'hui c'est quoi, quel type de produit dans ton secteur qui marche? C'est-à-dire tu me dis, ouais, il y a peut-être des maisons haut de gamme, la maison individuelle, tu vois, il y a de moins en moins de terrain, les CMIistes, les constructeurs de maisons individuelles se cassent tous la gueule parce que le marché, il y a plus d'aide, il y a plus les prêts à taux zéro, il y a quoi, ça dépend des secteurs, le pouvoir d'achat a augmenté, le coût du crédit a augmenté. Donc en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute, qui se dirait, ben, écoute, je suis dans un secteur plus haut, premium, haut de gamme, c'est quelle stratégie qui serait à développer plutôt qu'une autre? Alors là, nous, aujourd'hui, ce qu'on a détecté, alors c'est bien aussi, hein, là, pour le coup, ça répond aussi un peu à la question d'avant. Le fait d'avoir une agence immobilière te permet quand même de maîtriser le marché. Tu vois, en fait, rapidement, quels sont les biens qui partent, à quel prix, quelle fourchette, etc., etc. Donc ça, c'est bien parce que ça permet après d'analyser tes opérations de marchand de manière plus rapide et prendre la bonne Mm. décision rapidement. Parce que le temps, en marchand, il joue contre toi. Ah oui. Plus tu Ouais. roules, plus tu arrives à faire les travaux, plus c'est mieux pour toi. Le cash est plus ce qu'on dit, le cash is king. C'est-à-dire que je Mm. préfère, moi, faire une opération qui me rapporte moins en 6 mois plutôt que de la porter sur 2 ans et qu'elle me fasse gagner plus. Parce qu'entre-temps, tu trouveras Ah oui, des tu fais tourner l'argent différemment et tu auras Exactement. d'autres. Ouais. Exactement. Alors nous, dans notre secteur, ce qui marche bien, en fait, les gens, la maison individuelle, ça reste quand même ce que les gens préfèrent. Que ce soit du secondaire ou de la résidence principale, ceux qui ont la capacité d'acheter préféreront dans tous les cas Ouais. une maison individuelle. Donc nous, ce qui marche le mieux, c'est de la maison. Bon, le luxe, c'est autre chose. Le Ouais, luxe, ouais. luxe, là, je parle des biens au-delà de 3-4 millions d'euros. C'est un métier à part. En marchand, tu peux pas vraiment le faire. C'est même pas. Les marchands de biens ne le font même pas. Par contre, la maison très haut de gamme, oui. C'est-à-dire, Alors c'est quoi la différence pour toi? bah, le luxe, c'est plus une question de prix d'emplacement. Le luxe, c'est que tu vas cibler des gens qui sont multimillionnaires et s'ils ont un coup de cœur, ils vont l'acheter. Et c'est des biens
vraiment d'exception sur l'emplacement. Typiquement, moi, j'en ai vu une, elle avait peut-être 7 salles de bain. Dans les salles de bain, le carrelage que c'était du caso. La salle de bain, elle vaut peut-être 100 000 euros par salle de bain. Bah là, il faut En faire une matériaux. délégation. Il faut faire une délégation de mandat à la famille Crête, là. Là, voilà. Donc ça, bon, ça, je pense que pour les marchands, c'est pas intéressant. Là, pour les agents immobiliers, oui, qui ont du réseau, Ouais, qui peuvent, voilà, ça, c'est très bien. Marchand, il n'y a pas de rentabilité là-dessus. Par contre, faire de la maison très haut de gamme, donc qui est pas accessible pour les enfin, accessible pour ceux qui sont aisés, mais ils sont pas besoin d'être non plus multimillionnaires pour ça. Et la target, c'est vraiment les biens en ce moment, hein, à un moment c'était plus haut, à un moment c'était plus bas. Mais si tu trouves un bien aux alentours des 1,5 million, 1,6 million, il faut être en dessous des 2,5 millions. Là, ça d'accord. part bien, mais au-dessus du million aussi. Donc, c'est vraiment cette fourchette-là où là, les gens ont la capacité d'achat, les banques suivent, etc., sans aucun problème. S'ils ont un coup de cœur, c'est ça. Donc là, le D'accord. truc du marchand, c'est j'achète une maison qui est hyper bien placée, mais à l'ancienne. Nous, c'est ce qu'on voit. Négocier un maximum le prix à l'achat. Donc ça, c'est vrai pour de tout temps, mais là encore plus parce que là, du coup, elle se retrouve dans un prix où c'est trop cher pour la Ouais. personne lambda et trop d'emmerde pour celui qui a l'argent et il va pas se lancer dans les travaux, quoi. Donc, c'est pas toujours évident à trouver. Mais ça, nous, en tout cas, c'est ce qui marche. Donc, c'est ça. D'acheter maison pas top, casser presque tout l'intérieur, refaire tout au propre. Extension ou pas? Ouais, des surélévations, parce que souvent on est dans des Surélévation. maisons de ville. Ouais. Donc il faut avoir les autorisations. Donc ça aussi, c'est une capacité. Il faut connaître très bien le PLU de ta ville, etc. pour savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Tu gagnes un temps fou, en fait. Et tu gagnes aussi en termes de négociation auprès du vendeur ou de l'agent IMO. Moi, ça m'intéresse, mais regarde tout le travail que je dois faire. Il faut que je fasse accepter ci, ça, ça et ça. Et donc, Est-ce que vous êtes emmerdé par les... Emmerdé, c'est... S'il y a des ouais. politiques qui m'entendent, mais par les, on va dire, par les taxes parking. Alors, il n'existe Oui, plus la taxe parking, mais les stationnements. Parce que je bien sais que sûr. dans certaines communes, moi, où je m'intéresse à certains projets, c'est un calvaire. Il y a des projets qui se font pas, d'ailleurs. C'est Ouais. impossible. Alors pareil, là, je reviens à ce Michael avec un cas qui est très malin, qui lui achetait des parkings à tour de bras dans Biarritz. Mais je me dis, mais c'est super cher et tout. J'avais pas trop capté le deal. Il me fait, ouais, c'est cher. Mais il me dit, mais moi, quand j'achète des biens immobiliers, si j'ai pas de place de parking, je peux pas diviser, je peux pas revendre. Donc en fait, il a acheté plusieurs parkings et à chaque fois, il a adossé un parking à un appartement, ce qui lui permettait aussi de faire des opérations d'argent. Donc Ouais. ça, t'as raison, c'est très pertinent ce que tu dis parce que selon les communes où tu es, alors je vais pas te dire de bêtises, ça a peut-être évolué, mais je crois que pour 60 mètres carrés, il faut une place de parking. Alors, cette info, Alors, je te dis ça. c'est par commune, hein, et par intercommunalité, Ouais, hein. non, mais c'est pour ça, c'est Il faut propre à. vérifier son PLU parce que C'est ça, c'est. exactement. Et je le dis, on peut plus acheter parce qu'en fait, il y a certaines opérations des marchands qui faisaient, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des PLU d'il y a une dizaine d'années, c'était, je dis une bêtise, hein, tu construis 10 logements, le PLU te disait, ben voilà, tu dois créer 10 places de parking, mais tu avais la particularité de dire, OK, la place de parking est valorisée dans certaines communes à, je dis une bêtise, à 5 000 euros. Tu donnais un billet de 50 000 à la commune, un billet, à toute légalité, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà. Mais en gros, tu t'exemptais de créer des places de parking. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la densité urbaine, ça, c'est un peu caduque et les gens, ce qu'ils veulent, c'est maîtriser l'urbanisme, maîtriser le nombre de logements qu'ils ont dans les communes. Et donc, du coup, ils veulent des places de parking. Et bon, bref, dans certaines communes, moi où j'habite, tout se fait à pied. Donc, j'ai envie de leur dire, ta place de parking, il vaut mieux que tu prennes l'argent qu'on te paye que Ouais, d'en créer. Parce que, totalement. bon, bref, c'est n'importe quoi. Dans certains coins, c'est n'importe quoi. Donc, c'est Mhm. pour ça qu'il faut aussi le préciser, qu'il faut avoir une connaissance du PLU C'est ça. très, 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 très poussée. Voilà. Parce que Mhm. ça te permet de changer. Ça change un projet, hein, le PLU. Ouais, complètement. Celui qui le maîtrise bien, il peut en faire des. Parce que tu dirais que le métier de marchand a quand même évolué. Il est devenu, j'ai l'impression, hein, moi, c'est vraiment plus juridique, plus stratégique. Ah ouais, ouais, Euh, complètement. Juridique, stratégique, les bonnes associations et ouais, le PLU, en tout cas selon les zones, ça c'est vraiment compliqué. Au Pays Basque, tu vois, même dans les campagnes, au Pays Basque, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Quand c'est joli parce que toutes les maisons se ressemblent, etc. Mais eh ouais. il y a des endroits, tu vas pas pouvoir faire des volets électriques. Ce sera des vrais volets Enfin, il y a plein de petits détails. Ne serait-ce que des fois une façade, il suffit que tu as enlevé les pierres d'origine. Et que tu as mis autre chose, ben c'est refusé. Enfin, ouais, le juridique c'est important. Et après c'est aussi ficeler bien tes dossiers avec les notaires quand tu commences à être sur des volumes ou des encours importants d'acquisition, bien bloquer toutes les clauses suspensives. Si jamais, justement, si le PLU te recadre, tu peux plus faire ce que tu devais faire, etc. Il faut pouvoir aussi sortir d'une opération à tout moment si finalement tu t'es planté quelque part, que t'as pas bien structuré juridiquement ton compromis.
Ça peut te mettre en péril ton opération, ton cash, ta trésor, etc. Donc ça, il Donc, faut être du coup, il bien faut accompagné, avoir quoi. une équipe autour quand même, Ouais. de fiscal, juridique, donc notaire, avocat. Avocat fiscaliste, on utilise un peu. Avocat fiscaliste, ouais, sur certaines OP, ça peut être judicieux. Après, c'est Hmm. toujours pareil, tu as l'expérience qui fait que des fois, tu peux te passer Eh ouais. d'un tel ou tel partenaire. Parfois, en fait, des fois, chaque opération est nouvelle. Des fois, tu tombes sur des trucs que tu n'as jamais vus, des Hmm. servitudes qui sortent de nulle part. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, notaire, ça, c'est clair. Ils font un super bon notaire qui regarde bien tout le dossier. Un super bon comptable. Donc, si tu as un comptable qui est plus spécialisé dans la partie immobilière, marchand, promoteur, c'est le top. Et Un très comment les détecter? Parce que tu vois, nous, bon. les comptables, c'est un sujet. Les notaires, on en a rencontré des bons, mais il y en a qui te font casser des ventes, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, le Graal du notaire qui est homme de loi, en fait, non, t'es pas logé à la même enseigne. Tu as des notaires Hmm. et c'est pas méchant, mais qui veulent pas aller chercher, tu Ah vois, oui, pas le petit détail, le truc pour. Euh, et ça existe, quoi. Tu vois. ouais. Donc, Après, ouais, c'est difficile. Là, pour le coup, c'est pour moi, à mon avis, ce n'est quasiment que des relations humaines. ouais. Il faut que tu arrives à un moment donné à rencontrer ton notaire de manière. Oui, tu vas peut-être faire une opération professionnelle avec lui, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Si tu sens qu'il y a un petit feeling, tu sens qu'il est bon, pas hésiter. Après, ce métier-là, le métier est passionnant, mais c'est un métier aussi de réseau parce que les bonnes affaires, tu les trouves pas tout seul en faisant du porte-à-porte. C'est toujours quelqu'un qui t'apporte, un ami d'un ami, une connaissance de connaissances, etc. Donc plus tu rencontres les gens, plus tu discutes avec du monde, même tes partenaires, ton notaire, tu l'invites à déjeuner, tu essaies de le connaître un peu plus en profondeur, tisser des liens. Expert comptable, pareil, y arriver. À un moment donné, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais besoin d'un expert comptable un peu spécialiste dans l'immobilier. Et moi, j'ai cette stratégie-là. Tous les gens que je rencontre, quand j'ai un truc en tête, je veux un notaire ou un expert comptable qui a telle spécificité. Chaque personne que je croise, j'arrive à glisser. Au fait, tu connais pas un notaire qui ferait ça, tu connais pas. Et au bout d'un moment, t'en as un qui va te dire, ah ben si, moi je connais un tel, justement dans l'immobilier, il fait que ça, c'est sa spécialité. Et tout. Coup de fil, j'appelle de la part d'un tel, on m'a dit que vous étiez bien spécialisé dans l'immobilier. Moi, ça tombe bien, je cherche un notaire depuis un an qui se spécialise sur ça. J'aimerais bien vous rencontrer. Ils sont super contents de dire, ah ben c'est un tel qui t'a recommandé. En plus, parce que je suis reconnu comme un spécialiste, avec plaisir, je vous reçois. Et Et moi, comment tu détectes qu'il est bon? mais je demande aux gens. Après, oui, c'est son propre avis. Mais déjà, je demande à tout le monde. Et Ah quand ouais, ce nom revient 2 ou 3 fois, tu dis bon, c'est peut-être pas anodin. Et après, tu te fais ton propre avis en y allant, quoi. je suis Tu lui assez donnes des d'accord. Ouais. cas que t'as passés, qu'est-ce que lui il aurait fait, Parce etc., quoi. qu'aujourd'hui, comment tu construis ton réseau pour qu'on t'amène des affaires? Ben moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, c'était un de mes exemples. C'est pour travailler dans l'immobilier ou en gestion de patrimoine, puisque j'ai un cabinet. L'idée, ce qui nous font vivre, c'est les clients. Donc, pour avoir des clients, qui sait qui va nous rapporter des clients potentiels pour nous? Bah, c'est souvent tous les métiers qui gravitent autour de l'immobilier ou de la finance. Donc, on revient aux mêmes personnes. Notaire, Hmm. expert comptable, avocat, agent immobilier, pour le coup, courtier, ceux qui font les financements, banquier. Donc, le tout, c'est d'arriver toujours dans ton entourage. Moi, c'est ce que je Ouais, faisais. discuter avec ces gens. Ouais, c'est discuter avec ces gens. Ou si t'en connais Hmm. aucun, tu connais pas de notaire, d'expert comptable, de banquier, etc., t'as forcément quelqu'un dans ton entourage en posant la question, c'est qui ton notaire, c'est qui ton... Et faire en sorte après d'arriver en contact avec eux. Donc une fois que t'as ces professionnels-là, au début, ben, tu les connais pas trop, donc tu les testes, tu travailles avec eux, tu vois si ça passe pas. Une fois que ça commence à prendre forme, bah, l'idée après c'est de se voir régulièrement, de s'accompagner, de s'entraider dans nos métiers respectifs. Et après, c'est des relations humaines. Une fois que tu t'entends bien, ben, t'es plus informé. Ben, il y a telle opération, il y a telle succession. Peut-être que ça peut t'intéresser, va le voir, etc. Mais le plus long, c'est de se créer cette toile, ce réseau. Mais une fois que tu l'as et que tu l'entretiens, c'est un régal parce que c'est aussi des relations humaines. Certes, c'est du business, mais elle se fait de manière hyper Même, même, agréable et bienveillante, même quoi. les notaires qui sont quand même difficilement Ouais, accessibles. ouais, ouais. Je sais que c'est difficilement accessible. Tout le monde disait ça. Moi, je venais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis arrivé dans une des plus grosses études de Bayonne. Ça a mis du temps, en effet, de le rencontrer la personne, mais toujours pareil avec cette insistance de dire j'aimerais bien rencontrer tel et tel Ouais, notaire. ouais, ouais. J'ai toujours demandé à des personnes. Là, je vois un pote qui fait du gauche. Tu connais? Il fait ah ben oui, c'est un agent immo d'ailleurs. Il me fait oui, justement, je travaille avec lui. Toutes les opérations, mes ventes, je passe avec lui. Ah, je fais il y a pas moyen de le rencontrer. Il fait ben, bien sûr. Et là, pareil, Ouais. au bout d'une semaine, il m'invite. On fait une petite partie de golf, on déjeune ensemble. Le notaire que je voulais voir depuis longtemps, il est là, mais rencontré dans un contexte pas Ouais, ouais. professionnel. Ça a super matché. Du coup, je lui ai parlé, moi j'ai un dossier en cours, est-ce qu'on peut pas le faire ensemble? Nickel, il a pris son téléphone, on s'est vu, et boum, porte ouverte, juste parce qu'on a passé un bon moment, quoi. Il faut D'accord. arriver à trouver. Merci le golf.
Ouais, alors c'est le golf, mais ça aurait pu être n'importe quoi. C'était Ouais, juste le resto, ça marchait aussi parce que ouais. pour le coup, déjeuner, tout le monde sait faire, tout le monde apprécie normalement. Et Oui, c'est le déjeuner, c'est ce qui nous a déclenché le plus d'affaires, que ce soit moi ou d'ailleurs mon associé Olivier ou Mickaël pour la partie. C'est discuter avec les gens, quoi. Il n'y a pas de les secret. déj, les Les déj. déj. Non, Mais du coup, Mickaël, parle-nous, parce qu'on va arriver à la fin du podcast, mais parle-nous un petit peu de la gestion de Patreon, parce que c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a bien sympathisé. Tu es associé, alors dis-nous rapidement un mot sur Olivier, là, un peu votre rencontre, et comment vous avez décidé de monter Urussia. Ben en fait, avec Olivier, on s'est rencontrés parce que donc quand je dis j'avais mon parcours bancaire, donc j'ai fait de la gestion de patrimoine en banque privée au CIC et pareil, j'étais un petit peu lassé du pas du métier, mais du modèle économique de la banque envers le métier de la gestion de patrimoine. En fait, on faisait le métier de la gestion de patrimoine, on va dire à 50%, et 50% d'autres, il fallait vendre des téléphones, des mutuelles, des trucs fait qui Ouais. n'avaient rien à voir avec le métier. Bon, moi j'ai dit c'est pas ce que je veux faire toute ma vie, quoi. C'est hors de question. Donc, ce que je me suis dit, quelle compagnie, parce que j'ai pas, à ce moment-là, même pas cherché à me dire, je vais monter mon cabinet, même si ça me traversait l'esprit, mais je me disais, j'ai pas encore peut-être les compétences pour ouvrir un cabinet tout seul, etc. Je me dis, mais quelle boîte me permet de faire de la gestion de patrimoine haut de gamme comme ça et que je puisse m'entraîner et donc, du coup, c'est toujours pareil, bouche à oreille, une personne qui travaillait chez Alliance en gestion de fortune m'a dit, tiens, Mickaël, on est en train de recruter, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah oui, clairement, ça m'intéresse. Donc j'ai passé les entretiens et là j'ai travaillé donc chez Alliance en gestion de fortune pendant 3-4 ans. Sur ma dernière année, Olivier est arrivé, pareil, il était en banque privée, lui c'était Crédit Agricole, banque privée Crédit Agricole, et un peu pareil, il en avait marre du métier, il adorait la gestion de patrimoine, mais comme la banque le faisait, même chose, il devait vendre des mutuelles, et franchement ça c'était le match, c'était rigolo. Et donc lui il a quitté la banque et on s'est rencontrés en gestion de fortune chez Alliance. On travaillait, on faisait partie, voilà, des meilleurs, on va dire, dans notre domaine. Et humainement, il était top parce que je le connaissais pas du tout d'avant. Au bout d'un mois, je lui dis, tu sais, Olivier, j'ai envie de monter un cabinet et je pense que tu es la bonne personne. Il me fait, ah ouais? Eh ben écoute, je t'écoute, on regarde. Mais vraiment, il a pas trop réfléchi. Je crois que la semaine d'après, on s'est posé, on a pris feuille blanche, on dit comment on pourrait monter notre cabinet, quelles sont nos forces. Et voilà, pour rapidement présenter Olivier, lui, il est issu aussi du milieu bancaire, en banque privée. Donc, assez aisé surtout sur les marchés financiers parce que lui, il fait de la bourse depuis une vingtaine d'années, il a des compétences. Clairement, même si moi je suis passionné de bourse, j'ai des compétences, lui c'est quand même à un niveau très très haut. Donc et donc c'est hyper agréable de travailler avec lui avec ses Ouais, il y a la compétences. Ligue des Champions et l'Europa League, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc dans l'immobilier, ça y est, j'ai quand même des bonnes billes, même s'il y a toujours des choses à apprendre. Je te Euh, confirme, ouais. Dans le financier, même si j'ai des bonnes bases, plus que je pense que la moyenne des conseillers, en tout cas que les banquiers, c'est sûr, mais en tout cas que les cabinets en gestion de patrimoine, nous on a vraiment cette compétence qui est vraiment développée et mise en avant. Vraiment, voilà, c'est ce côté juridique immobilier et marché financier, mais pour y être sur le terrain, quoi. Donc ça, c'est ça. Et donc là, on a ce cabinet-là, et c'est un métier passion, on s'éclate et voilà, ouais, tout Ok. simplement. Non mais cool, non mais c'est cool. Non mais de toute façon Olivier va passer sur le podcast là, comment on se l'était dit. Donc du coup c'est vrai qu'on va aborder un petit peu l'immobilier et la gestion de patrimoine, Mm. comment ces deux mondes peuvent exister et coexister. Donc non non ça on va le creuser et surtout effectivement comme tu l'as très bien dit, son expertise sur les marchés financiers qu'on va creuser aussi. Ouais, c'est Euh, une bonne idée. sinon euh, hors business, je voulais te poser une question. T'as des passions hors business? Tu fais quoi? Tu fais du Ah, moi, j'ai golf? ouais, Pas j'ai de- pas mal de passion. Le golf, c'est une passion un peu récente parce que j'ai beaucoup de clients qui en font et on m'a plusieurs fois proposé de jouer. J'ai dit bon, il faudrait peut-être quand même que j'essaye un jour. Donc j'ai pas osé jouer Et avec les. alors, comment tu le fais, golf? Parce que là, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il fait du golf. Alors, il Ouais, écoute pas du tout les podcasts. Et je lui enverrai celui-là pour qu'il écoute. Et franchement, il arrive. Alors, bon, il a un métier très prenant, il bosse beaucoup, mais il arrive des fois à se dégager du temps, des demi-journées, euh, donc au golf, là, du côté de chez nous. il est fort. Et alors, il est fort. Ah, là, je sais, je vais dire qu'il est fort. Comme ça va vous flatter son ego. Mais non, c'est qu'en fait, il m'explique. C'est parce que moi, il m'a dit, viens, Mike, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à me dégager autant de temps. Et du coup, j'avoue que quand il me dit, bah ouais, en fait, je passe une demi-journée, je sais pas, c'est 18 trous, non? C'est Ouais, ça? Il y a 9, 18, il a commencé par le 9, il a commencé par le 18. Puis après, il y a le côté aussi un peu déj, un peu, il me dit, bon, c'est pas l'apéro, c'est pas la bringue, mais il me dit, c'est un bon état d'esprit, tu es à ouais, l'extérieur.
Il me dit tu décompresses. Franchement, il y a un côté aussi sport, hein, parce qu'il faut pas, il y a un côté sport. Donc voilà un petit peu mon rapport au golf. Donc Ouais. un jour je m'y mettrai, mais peut-être Ah, un peu c'est hyper plus de agréable, temps. mais c'est surtout pour rencontrer les gens, parce que quand tu fais un parcours avec soit des inconnus ou des invités, etc., c'est vrai que tu as le temps quand même de discuter, Eh de ouais. jouer, tu as un esprit aussi compète, etc. C'est vraiment, j'aime bien aussi le côté compétition, donc ça c'est vraiment agréable. Mm. Après, pour le coup, le temps que ça prend, c'est vrai que c'est long, Bon, en fait. Donc moi, c'est je fais 2-3 beaucoup. heures, non? Ouais, ouais, ça peut même être 4 selon les parcours. Donc moi, c'est vrai que pour le coup, je fais énormément de 9 trous. Tu parlais de 9 trous parce que ça, par rapport à mon agenda, ça matche mieux. Eh oui. Et après, de temps en temps, j'essaie de m'obliger bien en amont. Dans un mois, t'es tel jour. Dans tous les cas, je me fais un golf et je m'arrange pour trouver des gens avec qui je veux jouer, etc. Donc, mais ça reste pas selon les pics d'activité, j'y joue plus. Des fois, j'y joue beaucoup moins. Ou des fois, je fais que des practices pour au moins garder la main ou des choses comme ça, quoi. Et je pensais que ça coûtait plus cher et il faut redescendre le truc. C'est pour commencer, je dis bien pour commencer, Et, il n'y a pas besoin d'acheter des clubs, des ah machins, non, des non, non, trucs qui c'est coûtent clair. une fortune, hein. Je veux dire, déjà les centres, je sais pas comment on dit, les golfs, Hmm. ce centre de golf, comment on dit, Les les greenfields, parcours. oui, les parcours. Les parcours de golf peuvent te louer les choses, veut dire, à un prix modeste. Je veux dire, c'est pas non plus aussi cher qu'on pourrait le penser, quoi, hein. En fait, c'est cher pour ceux qui y vont 2, 3 fois par semaine, etc. Ah Les bah vrais oui, passionnés, ouais, là, oui. ah ouais. Mais si tu fais un parcours par mois et un peu de practice, c'est plus accessible qu'on ne le pense, ouais. Ouais, voilà, c'est surtout Franchement, ça, ouais. Donc du coup, golf comme passion et quoi ouais. d'autre un peu hors Golf, IMO? passion. Sinon, après, moi, j'adore la nature. Donc, moi, je suis pêcheur, pêcheur en mer, Ah ouais. pêcheur à la truite. Voilà, enfin, moi, c'est la pêche, c'est une de mes passions aussi. Après, en sport, ça va être la boxe, où je pratique beaucoup de boxe. Je suis passionné de ça. Et voilà, ça c'est principalement ce qui m'occupe. Après, comme beaucoup de gens, j'aime bien les voyages, j'aime bien les bons restos, voilà. Ouais, on a Euh, pu le côtoyer ensemble. Ce côté bon vivant, et ouais, Ouais, ouais. bon, franchement, c'est se réunir avec des amis, la famille, etc. C'est on va dire, c'est presque le critère numéro un. Les voyages en deux, et après c'est le sport, la pêche. Parce que je Voilà. crois que tu as une petite famille de mémoire, non? Ouais, ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Ouais. Enfin un grand, qui est jeune, un de 6 et un de 2 ans. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, Ouais, ils se suivent. Ouais, les ouais, miennes aussi, ouais. ouais, c'est ça. Bon, ok, Mickaël. Écoute, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer, parler et que tu voulais qu'on mette en avant Non, non, j'ai fait et le que j'ai tour. En tout oublié? cas, ce que j'ai envie de dire, c'est ceux qui sont vraiment passionnés d'immobilier. J'en vois pas mal qui posent des questions, mais qui n'arrivent pas à franchir le pas d'y aller. Eh ben, franchement, faut pas hésiter parce que quand ça marche, après, on est par le jeu de l'investissement. Et ça ouvre souvent l'esprit à d'autres choses. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont mis un pied dans l'immobilier. Ça a marché. Ils ont ouvert leur esprit sur des investissements financiers. Ils étaient salariés, ils sont devenus entrepreneurs, etc. Mais je trouve que l'immobilier, c'est une porte d'entrée pour t'ouvrir. Ça paraît bizarre, mais ça t'ouvre l'esprit sur plein d'autres domaines de comment fonctionne le monde, l'économie, les échanges entre humains, Ouais, etc. ce que l'immobilier te permet, avec moindre frais et moins de risques, alors même si les erreurs peuvent coûter cher en immobilier, c'est que tu rentres dans un espèce de côté entrepreneurial. Je dis une bêtise, hein, du côté de chez nous, un studio, un T2, du côté de Montpellier-Nîmes, c'est peut-être entre 120 et 160 ou 170 000 en fonction. En fonction de la stratégie, ça te permet de mettre un pied à l'étrier. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à entreprendre, entre guillemets, quelque chose, à trouver des partenaires, des équipes travaux, équipes notaires, équipes agents immobiliers. Et ça te permet de te construire un petit réseau, comment dire, et d'entreprendre. Alors l'immobilier, si tant est que si on peut appeler ça de l'entrepreneuriat, mais ça te permet un peu de faire un projet Mm. et de monter une équipe autour et de fédérer. Parce que du coup, il faut que les gens croient en toi, il faut que l'équipe travaux que tu es en train de te constituer, ben, elle vienne chiffrer les travaux, si tant est que ce soit possible, avant le compromis, pour que tu puisses voir la banque avec un dossier béton, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Donc non, l'immobilier, c'est... Bon, moi, forcément, c'est mon métier, donc je le conseille fortement, mais ce que je dirais, surtout, c'est que c'est pas fait pour tout le monde, mais que tout le monde devrait le faire. C'est ça. C'est un peu contradictoire, même la phrase, mais c'est qu'en fait, c'est malheureux. Moi, dans mon entourage, il y en a plein qui voient que ce qu'on fait et tout ce que tu as pu faire, ils se disent encore comment c'est possible et Mm. voire même c'est impossible. Donc, ces gens-là, ben, tu as beau discuter, c'est malheureusement, s'il n'y a pas le déclic, Ouais, voilà, c'est pas d'écrit, pas il d'écrit. y a pas Et un d'éclic. peu d'envie, un minimum. Ah, beaucoup de volonté, ah oui, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ouais, parce que les emmerdes, t'en as quand même, hein. C'est ça vient pas tout seul. Ah non, 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 ça c'est sûr, non, non. D'accord. Bon, bah écoute, Mickaël, merci à toi. Franchement, Ben, merci beaucoup, Michael, aussi pour ça a ton été invitation. ça a C'était été top. un régal. Merci. Et puis je te dis à très très vite parce que À je très, sais très qu'on a vite. des sujets communs, en tout cas. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.
C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.